forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans votre émission hebdomadaire radiophonique La Voix du Djambar, une émission éditée et réalisée par la division Média Stratégie de la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Dial Diop. Tout de suite, le sommaire. La Voix du Djambar. Dans la rubrique Ligne de mire, nous aurons une page spéciale sur la célébration de la journée des forces armées à Dakar et en zone militaire numéro 2, 3, 5 et 7. Le mini-journal sera axé sur la cérémonie de décoration à l'occasion de la commémoration de l'armistice au quartier Guéhil par les éléments français au Sénégal et la cérémonie de fin de formation des stages de brevet de spécialité numéro 2 et certificat d'aptitude technique numéro 2, communication à la direction de l'information et des relations publiques des armées. L'entretien sur les hépatites avec le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo, hépatologue gastro-entérologue, spécialiste des hôpitaux des armées, adjoint au chef de service gastro-entérologie de l'hôpital principal de Dakar, fera objet de page santé. Les avis et communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de votre émission. Amis auditeurs, c'était les titres, le développement juste après ce tampon musical. Vous avez à la présentation sergent-chef Seydina Issa Diouf, à la prise de son sergent-chef Abdoul Majim Daou. Amis auditeurs, comme annoncé en titre, conformément au calendrier républicain, la journée des forces armées a été présidée ce lundi 8 novembre 2021 à Dakar au quartier Dial Diop. C'était sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées. Plusieurs autorités civiles, administratives, diplomatiques et militaires ont rehaussé de leur présence cette 18e édition dont le thème était Forces armées et résilience nationale, un thème d'actualité comme en atteste la participation permanente des forces armées dans la lutte contre la COVID-19 depuis l'année dernière, compte rendu sergent-chef Alassane Diop. La journée des forces armées, édition 2021, a été célébrée dans la solennité et dans toute sa splendeur. Les temps forts de cette journée étaient marqués par la revue des troupes par le président de la République, le dépôt de gerbes au mémorial du souvenir, le baptême des 2 promotions, à savoir la 53e promotion de l'école militaire de santé et la 40e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs, puis la remise de médailles au profit des militaires blessés en opération. À l'issue de ce cérémonial militaire, le président de la République Macky Sall s'est adressé à l'assistance. Dans son allocution, il est revenu sur le sens de la célébration et du thème. Tout ce qui touche l'armée concerne la nation et vice-versa. C'est le sens même du concept armée-nation. D'où la pertinence du thème de cette édition, Forces armées et résilience nationale. Me vient immédiatement à l'esprit la lutte contre la pandémie Covid-19. Face à cette épreuve, qui reste d'ailleurs d'actualité, nos forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour appliquer les mesures édictées dans le cadre de l'état d'urgence, appuyer le convoiement de vivres en soutien à nos populations et aider à la riposte sanitaire. S'agissant de la riposte sanitaire, la résilience et la mobilisation nationale doivent rester de mise. Sur le front de la résilience nationale, les opérations civilo-militaires qui se diversifient chaque jour projettent de plus en plus nos forces de défense et de sécurité sur des théâtres d'opération au-delà de leurs tâches traditionnelles. La résilience n'est pas seulement une question de moyens, mais aussi d'état d'esprit endurant devant l'épreuve.
Dans la continuité de son allocution, le président de la République a également invité les élèves officiers des 2 promotions à s'identifier à leur parrain pour le service rendu à la société. À noter que ces 2 promotions portent respectivement les noms de Feu médecin général de brigade Amadou Lamine Diagne et Feu capitaine Ibrahima Diédhiou, officier d'infanterie tombé les armes à la main en Casamance. M'adressant à vous, élèves officiers de la promotion médecin général de brigade Amadou Lamine Diagne de l'école militaire de santé et de la promotion capitaine Ibrahima Diédhiou de l'école nationale des officiers d'active, gardez à l'esprit que ce qui fera votre grandeur d'âme, c'est votre fort intérieur qui offre le dernier refuge aux valeurs du vrai soldat. Et souvenez-vous que le propre du vrai soldat, c'est d'être aux ordres, parce qu'il y a autant de valeurs, autant d'honneur à obéir qu'à commander. Par votre serment solennel, vous avez pris date avec l'histoire et avec votre carrière. Plus qu'un simple rituel déclamatoire, votre serment met à votre charge l'obligation d'obéissance à vos supérieurs, de loyauté à l'armée, d'attachement à la nation et de fidélité aux institutions de la République. Il vous engage à honorer la mémoire de vos parrains respectifs, le médecin général de brigade Amadou Lamine Diagne, pionnier infatigable de la médecine militaire, et le capitaine Ibrahima Diédhiou, homme de défi et de courage. Tous 2 ont laissé à la postérité un exemple de générosité dans l'effort et le dévouement au service militaire. La célébration de cette journée était aussi pour le chef suprême des armées, le président Macky Sall, d'inviter les armées à tenir compte des nouvelles formes de menaces et s'adapter au contexte sécuritaire. Cette édition de la journée des forces armées se déroule dans un contexte tumultueux. Les périls sont en effet nombreux et croissants. Ils sont sécuritaires, mais aussi sanitaires, économiques, sociétaux et environnementaux, entre autres. Le front de la guerre et les autres interventions classiques ne sont plus les seuls champs de déploiement des armées. Par conséquent, les menaces ne s'analysent plus selon les seuls paramètres habituels liés aux frontières terrestres, aériennes et maritimes. Nous sommes obligés de tenir compte du fait que ces menaces sont de plus en plus diffuses, donc plus pernicieuses, plus difficiles à prévoir, à cerner et à prendre en charge. Surtout qu'elles peuvent survenir sans signe avant-coureur. La pandémie Covid-19 en est une parfaite illustration. C'est toute la doctrine de défense nationale qui se trouve ainsi remise en cause, imposant aux soldats de s'adapter sans cesse aux nouveaux impératifs de sa mission. L'autre temps fort de cette journée était l'inauguration par le chef suprême des armées du musée des opérations extérieures implanté au quartier Dial Diop et baptisé du nom de général Babacar Gaye. Ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises, il fut également conseiller militaire aux opérations de maintien de la paix et sous-secrétaire général au sein des Nations Unies. La signature du livre d'or au cabinet du chef d'état-major général des armées, la photo de famille avec les promotions baptisées ont mis fin aux activités du président de la République lors de cette journée. Amis auditeurs, nous allons à Saint-Louis où le gouverneur de région, M. Alioune Badara Samb, a présidé cette journée qui s'est tenue à la pointe sud de l'île en présence des autorités militaires, administratives et paramilitaires
de la vieille ville. Reportage sergent-chef Seydou Diallo, bureau information relations publiques, zone militaire numéro 2. Une revue de troupes, un dépôt de gerbes, une exposition, une démonstration des commandos fusiliers marins sur le fleuve et des consultations gratuites. Et enfin, un défilé à pied de l'ensemble des unités implantées dans cette zone ont été les temps forts de cette journée. Alioune Badara Samb, gouverneur de la région de Saint-Louis. Je voudrais donc féliciter monsieur le colonel David Diawara ici présent pour la parfaite organisation de cette journée. Cette année, le thème choisi est Forces armées et résilience nationale. La résilience constitue une aptitude à pouvoir, à l'issue d'un choc exogène, se relever, à pouvoir être debout et pouvoir absorber ce choc et rester droit dans ses bottes pour pouvoir toujours tenir. Et je crois que lorsqu'on parle de résilience nationale, l'armée composante de la nation sénégalaise a eu à montrer ses capacités de résilience et celle-ci devrait être portée au pinacle et montrée aux autres composantes de la société sénégalaise. Je crois que la dernière crise que nous avons traversée, à savoir la crise du Covid-19, a permis à tous les Sénégalais de constater véritablement l'apport de l'armée qui a été au-devant de cette lutte. Ici à Saint-Louis, la lutte a été prise comme étant une question sécuritaire et l'armée a été au-devant dans toutes les différentes activités qui ont eu à être déroulées. Le colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2, a tenu à rassurer la population de Saint-Louis que toutes les dispositions sont prises pour la sécurité des populations et de leurs biens. À l'instar de toutes les zones militaires, ici à Saint-Louis, on a eu à faire la journée des forces armées. D'abord par une prise d'armes, suivi d'un défilé, des visites des stands des différentes forces de défense et de sécurité et aussi par une revue navale sur le plan d'eau. Ensuite, il y a une consultation gratuite que le médecin-chef va faire au niveau du centre médical de garnison. La zone militaire numéro 2, c'est une zone frontalière, mais toutes les mesures de sécurité, en liaison avec nos camarades mauritaniens, sont en train d'être prises pour ne pas être surpris. Cette journée, qui se veut un moment de communion entre forces de défense et population, a été une occasion pour montrer le professionnalisme, l'engagement et la disponibilité des forces de défense et de sécurité pendant les différentes opérations conduites dans le cadre de la résilience nationale. Saint-Louis, sergent-chef Seydou Diallo, bureau information relations publiques, zone militaire numéro 2. En zone militaire numéro 3, la cérémonie était marquée par une prise d'armes, un dépôt de gerbes, une exposition de matériel des différentes formations et une sensibilisation sur la Covid-19. C'était sous la présidence de M. Babacar Mbengue, gouverneur de la région de Kaolack, en présence des autorités militaires et coutumières. Compte rendu sergent Amadou Diouf, bureau information relations publiques, zone militaire numéro 3. À l'issue de la prise d'armes et de la levée des couleurs, Monsieur Alioune Badara Mbengue, gouverneur de la région de Kaolack, accompagné du colonel Amadou Makhtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, et les autres autorités, a visité les centres aménagés à l'intérieur du complexe cœur de ville de Kaolack à cette occasion. Ainsi, le 3e bataillon d'infanterie, le centre médical de garnison, le bataillon des travaux du génie, l'école nationale des sous-officiers d'actifs, la légion de gendarmerie centre et le 3e groupement d'incendie et de secours ont exposé et présenté à l'assistance leur matériel de dernière génération. Monsieur Alioune Badara Mbengue, gouverneur de la région de Kaolack. La résilience, qui est l'aptitude à résister à une crise et à se bonifier après s'en être sorti, pour faire face à d'autres chocs similaires, ne pourrait se réaliser, appliqué à un État, que si les éléments ci-après sont réunis. La cohésion nationale, un État de droit, les ressources humaines bien formées, mais également l'existence d'équipements et de moyens matériels pour faire face. Dieu merci, notre pays est bien doté de tous ces éléments. Et notre armée nationale, toujours proche des populations, est l'un des lieux et moyens par excellence où se traduit de manière concrète cette résilience. La posture des forces armées, opérationnelles dans leur cœur de métier, pouvant faire preuve de réversibilité dans leur emploi et de s'engager dans diverses missions pour juguler une menace particulière à la sécurité nationale, d'où le choix du thème de cette 18e édition, Forces armées et résilience nationale.
Le colonel Amadou Martandiaï, commandant la zone militaire numéro 3, revient sur l'importance de ce choix. Pour le thème de cette 18e édition de la Journée des Forces armées, nous avons choisi de coller au contexte dans lequel nous vivons, donc un contexte de crise, que ce soit dans la sous-région, ou des risques qui peuvent survenir pour notre pays. Le gouverneur a bien défini tout à l'heure le concept de résilience, et naturellement, étant l'instrument premier de la défense nationale, les forces armées ont un rôle essentiel à jouer dans le développement et le maintien de cette résilience nationale. Il a défini cette résilience en 3 volets que sont: dans le domaine de la sécurité civile, donc toute l'assistance que nous pouvons apporter dans la gestion des catastrophes, dans la gestion des risques et également dans la gestion des situations d'urgence. Le gouverneur a tantôt rappelé notre contribution dans le cadre des inondations, dans le cadre également du soutien aux autorités publiques pour la Covid-19, mais également notre contribution dans le cadre des mesures de l'application de l'état d'urgence. Le deuxième volet, bien sûr, c'est la cohésion nationale. Vous nous entendez souvent parler du lien armée-nation. Et ce lien armée-nation contribue aussi à renforcer la résilience. Et la résilience, ce n'est pas uniquement les institutions, c'est également notre population. Et dans ce cadre-là, il y a énormément de choses que nous faisons au profit de nos populations. Nous participons aussi à cultiver et à développer un certain nombre de valeurs, l'esprit de défense, l'esprit de civisme, qui participent à renforcer cette cohésion nationale. Le troisième aspect, bien sûr, c'est que je vous ai dit que nous avons choisi ce thème pour coller au contexte dans lequel nous vivons. C'est un peu ce que nous faisons à l'extérieur de notre pays. Donc, en participant également aux opérations extérieures, nous participons à défendre les intérêts du Sénégal. Cette 18e édition de la Journée des Forces armées, célébrée ici à Kaolack, a tenu toutes ses promesses. Les populations sont venues massivement communier avec leur armée. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information, Relations publiques, zone militaire, numéro 3. Amis auditeurs de la zone militaire numéro 3 de Kaolack, nous allons à Ziguinchor où la journée a été célébrée au camp colonel Georges Boissy dans la plus grande sobriété et a été présidée par M. Guedjouf, gouverneur de région, en présence des autorités militaires. Compte rendu, sergent-chef Ligue Mungou, Bureau Information, Relations publiques, zone militaire numéro 5. Moment fort de la vie des forces armées, cette journée commémore la date du 10 novembre 1960, avec notamment la remise du drapeau du 1er bataillon d'infanterie. À Ziguinchor, la 18e édition a été célébrée par une prise d'armes, suivie d'un défilé et une exposition illustrant le thème « Forces armées et résilience nationale ». M. Guedjouf, gouverneur de la région, a dans son discours abordé le thème sous le contexte du retour des populations dans leur terroir. Le thème de cette année, Forces armées et résilience nationale, m'offre une excellente opportunité pour aborder un volet important de la mission des armées et de toutes les autres forces de défense et de sécurité. Facette pas souvent mise en avant, mais qui concourt efficacement à la sécurité globale des populations. Rapporté au contexte de la région de Ziguinchor, l'évocation du thème m'amène à saluer d'abord l'amélioration de la situation sécuritaire et la dynamique de retour des populations déplacées dans leurs terroirs. Le chef de l'exécutif local a également lancé une invite aux forces de défense et de sécurité à faire preuve de solidarité pour entretenir la résilience. Honorables et distingués invités, vous conviendrez avec moi que toutes les actions que j'ai décrites ci-dessus intègrent une forte dose de solidarité, vertu sans laquelle la résilience de la nation sera fragile et en raison des vulnérabilités propres à notre société, marquée par l'individualisme aussi bien que par une montée des communautarismes. Le lien social est fondamental et devrait unir toutes les composantes de la société à travers la conscience d'être les dépositaires d'une patrie, d'appartenir à une nation, de se reconnaître dans un État. En définitive, la résilience nationale reste donc une volonté à entretenir une œuvre profondément collective dans laquelle les armées et les autres forces de défense et de sécurité sont appelées à contribuer davantage à côté des autres forces vives de la nation.
Cette 18e édition a permis aux forces armées sénégalaises de célébrer 61 ans d'existence. Elle est une occasion pour rendre un hommage mérité aux anciens et aux grands anciens qui nous ont précédés. Sergent-chef Luc Mingou, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. À l'instar des autres régions, la Cité du Rail a aussi célébré la journée dédiée aux forces armées avec les mêmes temps forts sous la présidence du gouverneur de région M. Mohamedou Moustapha Ndaw, en présence du colonel commandant la zone militaire numéro 7 de Thiès et les anciens combattants. Reportage adjudant Boubacar Diallo, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 7. Les Thiessois, très proches de leur armée, ont manifesté une fois de plus leur solidarité aux forces de défense et de sécurité. Le thème de cette année, Forces armées et résilience nationale, imposait aux soldats d'exposer au centre-ville un matériel constitué d'armes lourdes et légères pour signifier aux visiteurs des stands la capacité de résistance de nos forces armées face à toute éventualité. Le gouverneur de région s'est exprimé à la fin de la journée. D'abord, me féliciter de l'événement et surtout de la manière dont ça a été organisé. Rendre hommage aux forces armées, parce que c'est important. Également évoquer le thème, les forces armées et la résilience. Je pense que c'est extrêmement important. En tout cas, tout le long de l'année, on a pu voir effectivement les armées à nos côtés. Lors de la lutte contre le Covid, je pense que tout le monde l'a constaté. Nous avons vu également lors de la lutte contre les inondations. Je leur ai dit qu'au quotidien, on voit les armées à nos côtés avec le service de santé des armées. Au quotidien, on voit les armées à nos côtés avec la brigade des sapeurs-pompiers. En somme, quand on dit qu'il y a une fusion entre l'armée nationale et le peuple, je pense que ça se vérifie véritablement à tout moment et c'est l'occasion pour nous vraiment de féliciter donc, le commandant de zone, de féliciter les officiers et sous-officiers ainsi que les hommes du rang. Pour rappel, cette journée commémore la remise le 10 novembre 1960 du drapeau du 1er régiment des tirailleurs sénégalais au 1er bataillon d'infanterie, entérinant ainsi la date historique de l'accession du Sénégal à la souveraineté le 20 août 1960. À l'instar de la France, les éléments français au Sénégal ont célébré la journée du 11 novembre, marquant la signature de l'armistice de 1919. C'était au camp colonel Frédéric Gaïl, ici à Ouakam, sous la présidence de son Excellence M. Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal. Cette cérémonie a aussi servi de cadre pour élever le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées sénégalaises, au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite français. Reportage fonctionnaire caporal Guy Bienvenu, Mathurin-Boissy. « 11 novembre 1918, 11 novembre 2021. Voilà 103 ans que l'armistice avait été signé, mettant ainsi fin au combat de la Première Guerre mondiale. L'armistice reconnaît de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Selon le général de brigade Delpy, commandant les éléments français au Sénégal, cette journée de commémoration est dédiée aux soldats français et sénégalais tombés au champ de bataille. Le prix du sang est intemporel. Celui de Dimba et Dupont, serrés l'un contre l'autre, dans la peur et la souffrance des tranchées, comme dans le souffle de la victoire, fait écho à celui des conflits qui suivront. Si les affrontements d'aujourd'hui ne peuvent être comparés au choc des armées sur le front de la Marne ou de Verdun, le combat restera toujours un moment où le temps s'arrête, où les éléments se déchaînent et où la mort s'invite. Alors, en ce 11 novembre commémoré sur le sol d'Afrique, que nos pensées se tournent également vers tous les soldats d'aujourd'hui, qu'ils soient français, africains ou de toute nation, qui ont été frappés dans l'accomplissement de leur mission pour imposer la liberté, combattre le terrorisme et l'extrémisme. Honorons ainsi tous nos anciens et nos camarades qui sont tombés en Extrême-Orient, en Algérie, en Afrique, en Afghanistan, au Sahel et au Levant. Ils sont partis, brutalement, laissant la famille broyée par le chagrin, mais dépositaires de leur plus bel héritage, celui du dévouement. Nulle magnificence dans celui-ci, seulement le murmure humble et inspirant de ceux qui reposent désormais en paix. Général Gaye, au nom du président de la République française,
nous vous décernons les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Décoré au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite français, le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, s'estime heureux de cette distinction avant de magnifier la coopération entre l'armée française et celle sénégalaise. Je voudrais tout d'abord vraiment remercier les EFS, les éléments français du Sénégal, et pour-delà les EFS, la coopération française, avec qui nous entretenons une coopération de très longue date, solidifiée par des liens de fraternité qui ont été scellés dans l'histoire commune que nous avons vécue ensemble. Cette décoration que nous venons de recevoir de l'Ordre du mérite français est vraiment une distinction qui nous fait honneur. Mais au-delà de ma personne, c'est toutes les armées sénégalaises qui en sont honorées. Et ça traduit très certainement cette marque de confiance qui unit nos deux armées, qui unit nos deux peuples, mais également ça traduit toute la relation de travail qu'on a eu à exercer, aussi bien à l'état-major général des armées qu'au niveau des armées. Travail que nous avons fait dans la solidarité, dans l'union, mais également dans la complémentarité. Donc je voudrais exprimer vraiment toute ma satisfaction, beaucoup d'émotions, bien entendu, parce qu'une décoration n'est pas une chose très courante, surtout si ça vient de partenaires pour qui nous avons une très grande estime. Donc je voudrais vraiment m'en réjouir. Et également remercier encore une fois le commandant des EFS et remercier également l'armée française qui a bien voulu m'honorer à travers cette belle distinction. La date du 11 novembre 1918 a été vécue par la France comme une victoire sur l'Allemagne qui signe l'armistice, synonyme de sa capitulation. Cette commémoration était par ailleurs une occasion de rendre un vibrant hommage aux soldats sénégalais qui sont morts pour la France, un devoir de mémoire. En associant leurs homologues militaires sénégalais à la commémoration de l'armistice, la partie française vient encore une fois de plus consolider les bases de la coopération militaire entre le Sénégal et la France. La cérémonie marquant la fin de la formation des stages de brevet spécialité numéro 2 et de certificat d'aptitude numéro 2 communication s'est déroulée le mardi 2 novembre dernier au quartier Dial Diop. Elle a été présidée par le colonel Maktar Diop, directeur de l'information et des relations publiques des armées, une occasion pour les stagiaires de communier avec le personnel de la direction de l'information et des relations publiques des armées et les autres frères d'armes, mais également de consolider la cohésion, la solidarité et la fraternité entre professionnels de la communication. Reportage caporal-chef Yvette Tchoumsen. C'est au cours d'une cérémonie sobre et pleine d'émotions que les stagiaires du brevet spécialité numéro 2 et du certificat d'aptitude technique numéro 2 communication et le personnel de la direction de l'information et des relations publiques des armées se sont retrouvés autour d'un pot pour célébrer la fin de leur stage respectif. Occasion saisie pour les stagiaires de renouveler leur reconnaissance et leur loyauté au commandement. L'élève sergent Mamadou Mbow. Les formations BS2 et CAT2 communication ont bien voulu sacrifier à la tradition en organisant ce pot symbolique marquant la fin de leur stage. Un moment privilégié pour nous de communier avec le personnel de la direction et les autres frères d'armes, mais également de consolider la cohésion, la solidarité, la fraternité et l'esprit de camaraderie entre professionnels de la communication. Au-delà de ce rituel, ce pot nous offre l'occasion de renouveler notre reconnaissance et notre loyauté au commandement qui n'a ménagé aucun effort pour le bon déroulement de nos stages respectifs. Pour les membres de l'encadrement et les instructeurs, nous leur témoignons notre satisfaction pour leur disponibilité, leur sens de responsabilité et surtout l'esprit de camaraderie dont ils ont fait montre durant toute la formation. Cette activité a été également l'occasion pour le lieutenant-colonel Salou Ngom, chef de la division médias stratégie et par ailleurs directeur des stages, de revenir sur le déroulement de la formation. Un événement qui marque la fin de 2 stages. Un brevet de spécialité numéro 2 qui a commencé le 3 mai et qui a terminé le 30 octobre. Et le CAT de communication qui a commencé le 15 juin pour terminer aussi le 30 octobre. Mon collègue, pour le BS2, il y avait 3 parties. La première partie, c'était la partie technique qui s'est passée au bataillon d'artillerie avec le concours du bataillon d'artillerie qui a dispensé toutes les matières militaires
et puis les instructeurs qui venaient de la DIRPA. Et nous avions aussi des instructeurs, des spécialistes extérieurs comme M. Harfa, qui a bien voulu quand même donner beaucoup de cours et qui a même offert la phase immersion à 4 de nos stagiaires. Le CAT2 était composé de 4 parties. Il y avait la première partie, c'était la partie militaire qui s'est déroulée au bataillon d'artillerie encore avec leur concours. La deuxième partie, c'était la partie technique qui s'est passée à la fois au bataillon d'artillerie et ici à la DIRPA. La troisième partie, c'était la partie immersion qui s'est passée ici au niveau de la direction. Parce qu'avec la pandémie et surtout avec les déplacements, on a préféré quand même que la partie immersion se passe au niveau de la direction. Et la dernière partie, c'était évidemment l'examen final qui est commun aux 2 stages. Prenant la parole, le colonel Makhtar Diop, directeur de l'information et des relations publiques des armées, après avoir remercié tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ces 2 stages, s'est également réjoui de la confiance accordée à la DIRPA par les autres forces de défense et de sécurité et certains pays amis qui ont bien voulu confier la formation de leur personnel à la DIRPA. Mon propos va s'articuler d'abord autour de remerciements de tous ceux qui nous ont aidés à conduire ce stage, également d'encouragement. Les remerciements s'adressent d'abord au bataillon d'artillerie, ici représenté par le capitaine Diouf, qui a bien voulu nous accueillir dans son cantonnement au camp général Moutaka Diallo et nous fournir tout le soutien nécessaire pour la conduite de secours. Soutien matériel, soutien en hébergement. Également, nous nous ont fourni tous les instructeurs de la partie militaire. Donc, mon capitaine, je voudrais vraiment vous demander de transmettre à votre chef de corps tous nos remerciements. Les remerciements s'adressent également à nos partenaires extérieurs qui ont également bien voulu recevoir nos stagiaires en immersion. Donc, c'est ainsi que de grands organes de la place ont pu intégrer nos stagiaires qui ont été déployés sur le terrain et qui ont vécu pratiquement les enseignements et les ont appliqués sur le terrain. Il me revient également de leur adresser nos remerciements. Remerciements également à tous les instructeurs, les encadreurs qui se sont donnés corps et âme. Moi, j'ai suivi de loin, à toutes heures. Et ce qui a été remarquable, c'est que nous avons pu en même temps conduire les activités de soutien au niveau des forces armées. Donc, je voudrais vraiment remercier tous les personnels de l'encadrement qui ont contribué au déroulement de ce cours. Il faut également souligner que nous avons des personnels à la retraite qui continuent à nous soutenir dans certains domaines de spécialité. Je ne voudrais pas les citer ici, mais ils se reconnaîtront et ils ont nos remerciements. Enfin, je voudrais également, au nom du général de corps d'armée, chef-d'état-major des armées, remercier les pays et les autres institutions qui nous ont fait confiance. Le lieutenant-colonel Ngom l'a dit tout à l'heure. Nos stages ont été riches de personnel venu de la gendarmerie, de l'administration pénitentiaire, des eaux et forêts. Mais surtout, nous avons eu également à accueillir 2 stagiaires en provenance du Mali. Et ça, ce n'est pas la première fois. Ça montre simplement la qualité des enseignements que nous délivrons ici. Si certains pays nous font confiance, et d'autres pays également sont sur la voie. Donc ça montre simplement que nous avons acquis une expertise qu'il vous revient, vous, de perpétuer, en cas de renforcer et de continuer. Parce qu'un CAT2 et un BS2, ça montre les 2 extrêmes quand même de la formation des sous-officiers. Après ces 4 mois de formation, les stagiaires ont certes acquis des nouvelles connaissances dans leurs spécialités respectives. Cependant, ils doivent en permanence continuer l'instruction car les défis sont nombreux. Amis auditeurs, pour les besoins de la rubrique Page Santé, Armée Nation s'est entretenu sur les hépatites avec le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo, hépatologue, gastro-entérologue, spécialiste des hôpitaux des armées et adjoint au chef de service gastro-entérologie de l'hôpital principal de Dakar. Il s'est entretenu avec le sergent-chef Alassane Diop. Bonjour docteur. Bonjour, je suis le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo. Je suis hépato-gastro-entérologue, spécialiste des hôpitaux des armées, adjoint au chef de service de gastro-entérologie. Docteur, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre discussion portera sur l'hépatite. Docteur, qu'est-ce que l'hépatite? L'hépatite, donc plus précisément l'hépatite B, donc qui nous concerne surtout, est une maladie due à un virus, qu'on appelle le virus de l'hépatite B.
Donc c'est un virus qui existe de façon endémique à travers le monde. Et il existe des zones de forte prévalence, notamment dans la région de l'Afrique subsaharienne, où se situe le Sénégal, où nous avons des taux élevés de prévalence du virus de l'hépatite B. C'est un virus qui peut donner une maladie au niveau du foie, d'où le terme hépatite. Donc ça peut donner une inflammation du foie qui, à la longue, peut se compliquer pour donner soit une cirrhose ou bien un cancer du foie, qui est la complication la plus redoutable. Vous venez de le mentionner, hépatite B. Donc, existe-t-il différentes variantes d'hépatite? Oui, il existe plusieurs types d'hépatite. Donc, il y a les hépatites dues à des virus hépatotropes, donc qui ont eu seulement une prédominance d'une atteinte hépatique, qu'on appelle les virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D, le virus de l'hépatite E. Il existe d'autres virus d'hépatite également, mais les plus courants, ce sont les virus que je viens de citer. Et en ce qui nous concerne, c'est le virus de l'hépatite B qui vraiment pose problème dans notre pays. Docteur, pouvez-vous revenir sur les modes de transmission de l'hépatite? L'hépatite B se transmet de plusieurs façons. Et cette transmission est variable selon les zones où on se situe. En ce qui nous concerne, la transmission la plus fréquente est ce qu'on appelle la transmission horizontale. Lorsque l'enfant donc naît, au moment de la naissance, la maman peut transmettre à l'enfant le virus, ou bien lorsque l'enfant est jeune, entre 0 et 5 ans, au moment où ses défenses immunitaires sont faibles, il peut acquérir l'infection par l'intermédiaire d'un membre de la famille, donc, ou bien lorsque les enfants sont également à la crèche, donc par l'intermédiaire des gens qui les entourent. Ça, c'est le mode de transmission le plus fréquent dans nos régions. Mais l'hépatite peut se transmettre également par voie sexuelle, d'un partenaire qui a le virus à un autre partenaire qui n'en a pas. Il peut se transmettre également par voie sanguine, notamment avec l'usage d'objets souillés, les seringues ou bien les aiguilles des objets souillés, donc qui n'ont pas été stérilisés, ou bien par l'intermédiaire de la transfusion sanguine, si la transfusion n'a pas été sécurisée, c'est-à-dire si on n'a pas recherché le virus avant donc de transfuser le sang. L'hépatite peut également se transmettre d'autres façons qui sont beaucoup plus rares, que ce soit avec les méthodes traditionnelles qu'on utilisait pour la scarification, pour les tatouages ou bien la circoncision et autres, en utilisant un matériel qui n'a pas été stérilisé et qui est souillé. Donc en gros, ce sont vraiment les modes de transmission les plus fréquentes de l'hépatite. Souvent, on a tendance à dire que même partager les verres peut transmettre la maladie. Non. En fait, la transmission par le partage d'ustensiles est exceptionnelle, voire presque inexistant. Donc ça veut dire que l'on transmet par la salive et ça c'est rare parce que le virus n'existe presque pas dans la salive, sauf chez les personnes qui ont des charges, des taux de virus très élevés dans le sang. Donc ce qui est un peu rare. Donc le fait de partager une tasse de thé, de partager une tasse pour boire et tout ne peut pas permettre de transmettre l'hépatite. Docteur, comment reconnaître que la personne est malade d'hépatite? Ça, c'est le grand problème de l'hépatite. L'hépatite est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de manifestation. Donc, c'est une maladie silencieuse et la plupart du temps, on découvre seulement lorsque on fait un dépistage en recherchant le virus. Mais souvent, la personne ne ressent rien. Donc, c'est pourquoi nous conseillons tout le temps aux gens de se faire dépister par rapport à l'hépatite. Parce que l'hépatite, sauf dans sa forme aiguë, donc qui est rare, où on peut avoir des manifestations à type de syndrome grippal, de douleur articulaire, d'ictère, donc c'est-à-dire la coloration jaune des yeux. Ça, on l'observe à la phase aiguë et pas tout le temps. Mais à la phase chronique, qui est la phase qui nous concerne le plus souvent, il n'y a aucune manifestation, sauf si l'hépatite a entraîné des complications. Docteur, comment faire pour éviter la maladie? Y a-t-il des vaccins ou autres méthodes de prévention? Pour éviter la maladie, la première chose à faire, c'est la vaccination. Il existe un vaccin qui est très efficace, qui existe au Sénégal depuis quelques années dans le programme élargi de vaccination. Et actuellement, depuis 2016, tous les enfants à la naissance doivent être vaccinés contre l'hépatite B. Ça, c'est le moyen le plus efficace pour éviter d'attraper l'infection. Les autres méthodes pour éviter d'avoir l'infection, c'est d'abord pour les adultes de se dépister, de voir s'ils n'ont pas le virus. S'ils ne l'ont pas, de voir s'ils n'ont pas de protection. Et s'ils ne l'ont pas, de se faire vacciner. Ensuite,
Il faut éviter d'utiliser du matériel qui est souillé, matériel médical qui est souillé. Éviter également d'avoir des rapports sexuels non protégés, notamment avec beaucoup de partenaires. Donc ceci peut aider à éviter la contamination avec le virus l'hépatite B. Mais ce que nous conseillons vraiment aux gens, c'est de faire un dépistage d'abord pour savoir s'ils ont l'hépatite ou pas avant de se faire vacciner. Docteur, en ce qui concerne les armées, existe-t-il un programme de lutte contre l'hépatite à l'instar du programme de lutte contre le sida entre autres? Actuellement, il n'existe pas de programme de lutte contre les hépatites dans les armées, qui est structuré comme le programme de lutte contre le VIH. Il n'y en a pas, mais je pense que ça ne saurait tarder. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens pour essayer de créer un cadre où les militaires seront mieux pris en charge et seront mieux sensibilisés, voire mieux dépistés et tout cela. Je pense qu'on y arrivera et que c'est en bonne voie. Pour les malades militaires, qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge? Ce que nous faisons, nous sensibilisons d'abord, nous recommandons le dépistage qui se fait maintenant presque dans tous les cas à l'incorporation, que ce soit dans les écoles ou bien au centre de recrutement. Mais également, nous préconisons le dépistage lors des visites systématiques et lors des missions à l'étranger, des missions APEX, où systématiquement le dépistage est fait. Et pour les militaires qui sont porteurs chroniques du virus, donc nous les recevons à majorité ici à l'hôpital principal et ils sont suivis, évalués et ceux qui ont besoin de traitement, donc nous les mettons sous traitement pour savoir que le traitement il est disponible, accessible et donc subventionné par l'État du Sénégal. Donc globalement, les militaires qui ont l'hépatite quand même n'ont pas de problème de prise en charge. Donc lorsqu'ils arrivent, nous les prenons bien en charge pour les évaluer, savoir est-ce qu'ils ont besoin de traitement ou pas. S'ils en ont besoin, nous les mettons sous traitement et le traitement est disponible. Docteur, nous voilà au terme de notre entretien. Quel est votre message à l'endroit du public? Donc le message que je voudrais envoyer, c'est de recommander donc à tout le monde, les militaires, mais aussi à leurs familles, s'ils ne connaissent pas leur statut par rapport à l'hépatite B, c'est-à-dire s'ils ne savent pas s'ils sont positifs ou négatifs, d'aller se faire dépister. Donc de faire un dépistage du virus de l'hépatite B, de le faire également pour leur famille. Comme ça, ceux qui sont positifs, qui peuvent aller à l'hôpital pour le suivi, parce que l'hépatite, qu'on soit traité ou pas, nécessite quand même un suivi pour éviter d'arriver aux complications. Et pour ceux qui ne sont pas positifs, nous leur recommanderons, s'ils ne sont pas protégés, d'être vaccinés. Mais vraiment, le premier message, s'il y avait quelque chose à retenir vraiment, c'est de se faire dépister et de dépister toute la famille. Et pour les épouses également, les dépister lorsqu'elles sont enceintes et de vacciner les enfants à la naissance, de veiller à cela. Docteur Arménation, vous remercie. Fidèles auditeurs de Armée Nation, à présent nous vous laissons avec le sergent Ousseynou Diong dans le disque du soldat. Armée Nation souhaite une excellente écoute aux adjudants-chefs Moussa Koulibaly et Eli Mandoy et aux sergents-chefs Malik Gueye et Marem Wade de l'armée de l'air. What do you
Le morceau est dédié à l'adjudant-major à la retraite, Hassan Diop, moniteur en chef commando para. Je lui souhaite de passer un bon repos et un excellent week-end. Sans oublier sa famille à Guédiawaye. Dédicace également à l'amicale de la classe 99 et particulièrement à la cellule de Thiès, au président Amou Yakar, à Madame Faye et au bébé Junior Faye, à Khoyan, Abdou Khadr, Papa et Lala, tous à Thiès. Clin d'œil au 23e Béra et plus particulièrement au sergent Meïssa Keïta. On lui souhaite une très bonne écoute.
wuti xam-xam ndax xam soga ama gën a wóoro bu nit ki wut noflaay yow demal wuti coono mën soga jëf a gën a wóoro ndax boo amee te xamuloo ki xam jóge ca àll ba ñëw jariñoo ndax boo xamee te amuloo Fidèles auditeurs, voilà qui met fin à cette émission. Armée Nation vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un excellent repos du week-end. Vous aviez à la présentation sergent-chef Sidina Issa Diouf, à la prise de son sergent-chef Abdou Majimdao. waa réew mi tey du leen waa nguur gi tey du leeno waa Sénégal tey du leen bu nay mburaago yi tey du leeno Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.